C'est un sujet important, un peu tombé dans l'oubli, et il nous a semblé intéressant d'organiser une soirée sur ce thème. Alors je vais vous faire une courte introduction sur ce thème, et puis après on verra le film, et puis on organisera entre nous, comme d'habitude, un débat. Beaucoup d'historiens considèrent que la guerre d'Algérie a commencé le 8 mai 1945 à Sétif, à Guelma et à Kherrata. De Gaulle est au pouvoir et il a formé un gouvernement d'union nationale avec des ministres de droite, des socialistes et des communistes. Et l'État français va organiser en ce jour du 8 mai 1945 un massacre dans ces trois villes en Algérie. Ces manifestations, elles ont été organisées par Messali Hadj, le père de la révolution pour l'indépendance en Algérie. Et la répression est plus que féroce. Alors Messali Hadj, il est le fondateur du mouvement pour l'indépendance. Dès 1927, il va réclamer l'indépendance, il milite au Parti communiste algérien. En 1935, il a des désaccords avec le Parti communiste algérien, il le quitte, car le Parti communiste revendiquait l'indépendance des colonies françaises, mais après cette période et après une rencontre entre Staline et Laval, la donne va changer et le Parti communiste va soutenir dans son ensemble l'Empire. Messali Hadj fonde alors l'Étoile du Nord, puis le PPA, puis le MTLD, puis le MNA, le Mouvement national pour l'indépendance algérienne. Le 8 mai 1945, le Parti communiste condamne les manifestations en Algérie et appelle à la répression des émeutiers. Messali Hadj dit « Cette terre est la nôtre ». Et dans le journal L'Humanité, on peut lire « Attentat fasciste le jour de la victoire à Sétif ». Alors ensuite, entre 1956 et 1962, il y aura ce qu'on a appelé la guerre des frères, la guerre entre les partisans du FLN qui se développe et les partisans de Messali Hadj. L'historien Benjamin Stora explique qu'entre 1956 et 1962, cette guerre fratricide entre les partisans de Messali Hadj et du FLN fera 3 957 morts et 7 645 blessés. À l'arrivée, c'est la victoire du FLN. Messali Hadj est d'abord longtemps emprisonné, et puis il s'écarte ensuite de ses positions historiques, et il va mourir en France. Alors, la CGT est le contexte international de l'époque. C'est la lutte pour l'indépendance en Indochine et au Vietnam. L'ONU déclare le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et au Maghreb, les syndicalistes sont majoritairement formés à l'école de la CGT française. La CGT est l'organisation la plus importante en Europe au sein de la FSM. L'UGSA, l'organisation syndicale algérienne de l'époque, travaille un peu avec la CGT, mais n'est pas affiliée à la FSM. Et en Algérie, la CGT et l'UGSA existent de façon de plus en plus clandestine à partir de 1955 parce qu'il y a une répression terrible. Et puis, le deuxième aspect, c'est que le FLN veut aussi créer ses propres organisations syndicales. Ensuite, l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, sera créée, mais l'UGTA va adhérer à la CISM. Elle ne va pas adhérer à la FSM, elle va adhérer à la CISM. La CGT va dépenser beaucoup d'énergie pour dissuader l'UGTA de se développer en France. L'UGTA, vous organisez les travailleurs algériens en Algérie, mais en France, c'est la CGT. Et la CGT se prononce très clairement contre le colonialisme, pour la reconnaissance du fait national, et il faudra quand même attendre 1961 pour qu'il y ait une déclaration commune entre la CGT et l'UGTA. Ceci explique les rapports compliqués et difficiles. Sur le plan politique,
Le 14 juillet 1953, il y a une manifestation de la CGT importante. En fin de manifestation, il y a un cortège du MTLD, les partisans de Messali Hadj, et il va y avoir une répression énorme, 7 morts, 44 blessés. Qui était donc le secrétaire général de la préfecture de police? Maurice Papon. 1956 va être un tournant capital. Il y a les élections législatives, victoire de la gauche, très importante. Et cette victoire de la gauche, c'est un vote pour la paix. C'est un vote pour arrêter la guerre d'Algérie, dès cette époque. Guy Mollet devient le président du Conseil et il réclame les pouvoirs spéciaux pour mettre fin, comme on disait pudiquement à l'époque, aux événements d'Algérie. Il ne disait pas la guerre d'Algérie, il disait les événements d'Algérie. Et le Parti communiste va soutenir et vote les pouvoirs spéciaux. Les pouvoirs spéciaux, ça va donner libre cours à la répression et à la torture en Algérie. Et je vous rappelle un livre d'Henri Alleg, La Question, qui aborde tous les problèmes de torture en Algérie à cette époque-là. Et il faut attendre 1957 pour que le Parti communiste se prononce pour le droit à l'indépendance de l'Algérie. Le 12 avril 1956, c'est à partir du vote des pouvoirs spéciaux, c'est le prolongement de la durée du service militaire, c'est le rappel sous les drapeaux. 400 000 jeunes Français dans la guerre, ils seront 800 000 en 1961. Bien sûr, en interne, la position du Parti communiste est critiquée et ça mène à de nombreux débats internes. Les députés communistes qui ont dû voter les pouvoirs spéciaux, et il y a des témoignages qui sont très intéressants, disent il n'y a jamais eu de discussion au comité central, on a reçu l'ordre de voter les pouvoirs spéciaux 20 minutes avant l'ouverture de la séance. Donc, bien sûr qu'il y a un grand désarroi au sein du parti dans cette position. Et puis, ça va entraîner une défiance profonde des nationalistes algériens à l'égard du Parti communiste. Et puis 1956, c'est la Hongrie. Les chars soviétiques sont là contre les ouvriers qui se battent pour la paix et qui se battent pour l'indépendance. En 1958, c'est la fin de la 4e République, c'est le coup d'État de De Gaulle qui arrive au pouvoir. C'est la constitution de la 5e République, dont on connaît encore aujourd'hui les méfaits, du 49-3 contre les retraites au déni de démocratie actuelle. Les institutions de la 5e République sont véritablement réactionnaires. La guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Dès 1956, la jeunesse, et particulièrement les jeunes communistes et l'UNEF, font tout pour empêcher les trains de soldats de partir à la guerre. Ils se couchent sur les voies. Il va y avoir une montée de la résistance qui va être très importante. Alors que fait le pouvoir? Eh bien le pouvoir, il envoie les militaires par avion, de force. 13 mai 58, Alger, les partisans de l'Algérie française fondent les comités de salut public. Et De Gaulle, au compte des intérêts de la bourgeoisie, va passer du « je vous ai compris » et « vive l'Algérie française » à l'autodétermination en 1959, et il écrira « c'est aux Algériens de déterminer eux-mêmes ce qu'ils entendent être en définitive ». Alors bien entendu, pour la bourgeoisie française, il faut se débarrasser de l'Algérie. C'est un gouffre financier, tout en continuant bien sûr de tirer profit de ses richesses naturelles, en particulier le Sahara, le pétrole et des terres pour faire des essais nucléaires. Le putsch d'avril 61 en Algérie. Dans ce contexte-là, le contingent n'aspire qu'à une seule chose, c'est la quille. Ils veulent tous arrêter, la quille. La CGT et le Parti communiste mobilisent à gauche contre les factieux. La CGT appelle à la grève. Mais un problème important se pose pour la CGT pendant toute cette période-là. C'est la question de son activité revendicative. Elle est en grande difficulté. La guerre d'Algérie accapare tous les esprits. Et les combats revendicatifs vont être assez difficiles. Alors bien sûr, il y a le combat pour la paix contre l'OAS, grande manifestation en décembre 1961, la campagne pour la défense de la sécurité sociale, déjà, la conférence nationale pour les droits syndicaux, des grèves dans la métallurgie parisienne. Mais l'ensemble de l'activité revendicative a été relayé au second rang
par rapport aux enjeux de la guerre d'Algérie. Et pendant la guerre d'Algérie, la CGT est à la conquête de l'opinion publique et de la masse des travailleurs. Comme disait Lénine, un pas devant les masses, mais pas plus. La CGT n'arrête de dire cessez le feu, la paix. Elle a donc des positions très correctes. Elle se bat pour le droit du peuple algérien et des travailleurs à ses libertés, à sa patrie, à son indépendance. Georges Seydi dira en 2001 « Seules les instances dirigeantes syndicales prenaient conscience du sens de la lutte du peuple algérien, tandis que le climat général était dominé par les tenants d'une Algérie restant organiquement intégrée à la République française. » La prise de conscience dans la CGT, dans les syndicats, parmi les militants, va se faire au fur et à mesure, et il va se faire sur un aspect d'une très grande actualité. C'est que finalement, l'argent de la guerre pourrait servir aux revendications. Quand on voit les décisions de Macron d'augmenter le budget militaire, avec cet argent-là, on renforcerait les services publics et l'hôpital public. Eh bien, on est dans la même situation. Je m'arrête un moment sur l'exemple de Renault-Billancourt dans cette période. En 1962, il y a 8,4 millions d'habitants en Île-de-France, et il y a 300 000 Algériens, dont la plupart vivent dans les bidonvilles. Renault, 36 000 salariés, dont 4 000 Algériens. Et beaucoup d'entre eux sont à la CGT et en responsabilité dans la CGT. Et puis en même temps, ils sont militants nationalistes, militants communistes ou partisans de Messali Hadj au MNA. Le FLN est très présent après avoir pris le dessus sur le MNA en 1958. Il va y avoir aussi, à l'intérieur de l'usine Renault, l'impôt révolutionnaire, les porteurs de valises du FLN. Tout ça, ça fait partie de la situation. Mais en pourcentage, ça je ne le savais pas, je l'ai découvert en lisant les archives, les Algériens sont plus syndiqués à la CGT que les ouvriers français, chez Renault. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et la CGT est à la fois une école syndicale et politique pour de nombreux travailleurs algériens. Alors du putsch d'Alger aux accords d'Évian, là, il y a un basculement de l'opinion publique. Il y a de plus en plus d'attentats en Algérie, et puis il y a le retour des cercueils en France. Le retour des cercueils. Le 22 avril 1961, c'est le putsch à Alger, les 4 généraux, rappelez De Gaulle, le quarteron de généraux, l'OAS ensanglant de l'Algérie et la France. Entre 1954 et 1962, il y aura 2 millions de soldats français en Algérie. 32 000 morts, 64 000 blessés. Voilà le bilan pour les soldats français. Alors, dans ce contexte, deux dates dramatiques. 17 octobre 61 et 8 février 62, deux massacres d'État avec Maurice Papon comme préfet de la Seine. Le 24 avril 61, la CGT organise une grève générale contre les émeutiers d'Alger. Le 7 juin, elle organise une journée d'action pour la paix en Algérie et les salaires. Le 7 septembre, la CGT proteste contre le couvre-feu imposé par le préfet de police à l'encontre des Algériens. Il y a un climat de guerre civile qui est entretenu à la fois par le pouvoir gaulliste et par l'OS. Et le 17 octobre 61, le FLN appelle les Algériens à manifester à Paris. Ils sont entre 20 et 30 000 qui se rassemblent dans différents lieux de la capitale. La police tire, jette les Algériens dans la Seine. C'est un vrai massacre. 2500 arrestations, les historiens sérieux s'accordent à dire qu'il y a eu au moins 200 morts. Et je ne sais pas si vous avez vu l'inauguration des Jeux Olympiques, quand les Algériens sont passés sur la Seine, la délégation algérienne a jeté des fleurs dans la Seine. C'était pour honorer leurs frères qui étaient morts ce jour-là. Alors, l'erreur du FLN, c'est d'être allé seul au front, sans les organisations du mouvement ouvrier français. Et puis à l'époque, il y a des luttes internes au sein du FLN par rapport à la prise du pouvoir qui arrive. La CGT condamne ce massacre et appelle à des actions de solidarité de masse. De Gaulle, Michel Debré, Premier ministre, Roger Frey, ministre de l'Intérieur, couvre Papon et avalise ce massacre d'État.
Le 22 août 62, c'est l'attentat de l'OS au Petit Clamart. Et comme a dit De Gaulle, qui ne manquait pas d'humour par ailleurs, ces messieurs tirent vraiment mal. Et quand on revoit les choses, ils ont effectivement très mal tiré. Le 8 février 62, c'est le métro Charonne. Depuis 4 mois, l'OS monte en puissance. Il y a énormément d'attentats. La manifestation du 8 février rassemble 20 000 personnes. Elle a pour slogan « Paix en Algérie, OAS assassin ». Elle est appelée par la CGT, la CFTC, l'UNEF, le SGEN, la FEN, le SNI, le PCF, le PSU et le Mouvement de la Paix. Il va y avoir encore une fois une répression terrible, une charge policière au métro Charonne. 9 morts, tous CGT, dont 8 appartenant au Parti communiste. C'est un nouveau massacre d'État, mais qui va entraîner une émotion très profonde dans toute la France. 1 million de personnes seront aux obsèques des camarades, et c'est un basculement de l'opinion publique. Le 19 mars 62, c'est les accords d'Évian, le cessez-le-feu. Mais bien sûr, dans les accords d'Évian, on se garde le Sahara, le pétrole et également les terres pour les essais nucléaires, le business avant tout. Les accords d'Évian sont approuvés par référendum à 90% le 8 avril 62. Le 3 juillet 62, c'est la reconnaissance officielle de l'indépendance en Algérie. Et l'État français va se désintéresser de la masse des rapatriés, son seul objectif étant de préserver les intérêts de la grande bourgeoisie. La CGT poursuit la lutte contre l'OS, pour les salaires, pour les conditions de travail, mais les relations sont difficiles avec l'UGTA, centrale unique en Algérie, qui est devenue de fait l'interlocuteur privilégié du nouveau pouvoir en Algérie, c'est-à-dire le FLN. Dans notre département, rapidement, que s'est-il passé? Pau, capitale des parachutistes. Tous les élus à cette époque sont de droite. Dès 1957, le 17 octobre, il y a une manifestation du mouvement de la paix dispersée par la police. Elle est attaquée par un groupe de parachutistes armés de couteaux place Clémenceau. Michel Deloum et Albert Morat, qui est alors député communiste de Bayonne, doivent se réfugier dans les toilettes d'un café et s'y cacher pendant plusieurs heures pour éviter au massacre. Fin 57, début 58, il va y avoir sans arrêt des ordres violents à Pau, et souvent, les camarades de Pau appelleront en renfort les camarades de Tarbes et d'Oloron. Il y aura des manifestations à Pau, à Oloron, à Mauléon, à Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz. Le 18 juin 58 à Pau, c'est une très grande manifestation pour l'Algérie française et le soutien à De Gaulle, avec bien sûr la présence des paras. Et il y a un cortège de protestation de la NACRE, qui est agressé par une centaine de paras. Les paras vont saccager la Bourse du Travail, qui était à l'époque à la maison René Olivier. Il y aura de violents affrontements. Les agresseurs, les paras, sont armés de poignards, et tous les témoignages que j'ai lus diront qu'ils voulaient tuer. Alors, pour montrer la situation entre 56 et 62, les premières manifestations à Pau, en 58, pour le peuple algérien, il y avait 500 personnes. En 62, il y avait 5000 personnes. Et donc, vous voyez comment les choses sont montées. Et puis, il y aura également des attentats de l'OS, ici, l'Union départementale CGT, le siège du PCF, des écoles seront frappés, le domicile de Babette Paris du Secours populaire, et Michel Deloum du Mouvement de la Paix est menacé de mort. Donc vous voyez que ça n'a pas été un chemin facile et tranquille. Alors en conclusion, la CGT a toujours lutté contre le colonialisme. Mais, je vous l'ai expliqué, il y a eu d'énormes difficultés sur le plan de la démarche revendicative de la CGT pendant la guerre d'Algérie. La CGT a accueilli des travailleurs algériens, elle a été une école syndicale et politique. Elle a représenté une réelle force syndicale, mais les travailleurs algériens étaient plus sensibles à la dimension nationale qu'à la notion de classe. Et ça a été aussi une question importante. L'engagement de la CGT et de ses militants pour la paix, contre l'OS, pour l'indépendance de l'Algérie, a été sans faille. Les relations ont été complexes entre la CGT et le FLN, je l'ai expliqué. La CGT, l'organisation syndicale, elle, n'a pas eu à assumer le poids
du vote des pouvoirs spéciaux. Elle était une organisation syndicale indépendante et qui n'était pas touchée par ce vote. Alors, un peuple sans mémoire a peu de chances de construire l'avenir. Gardons aussi, sur le plan syndical, nos mémoires vives pour éclairer le présent et construire l'avenir. La lutte pour la paix contre le colonialisme, pour l'indépendance des peuples, fait partie de l'ADN de notre CGT. Revenir sur les enseignements de la guerre d'Algérie, c'est aussi une façon de mieux comprendre l'actuel pour relever les défis d'avenir. Vive le peuple algérien qui est toujours en lutte pour la paix et pour ses revendications. Vive la paix dans le monde, vive l'indépendance des peuples, vive l'histoire sociale et comme disaient les anciens, vive la sociale. A été censuré longtemps. Alors Jean-Claude Mallet, qui est le vice-président de l'Institut, il vient avec moi. Et puis, on peut engager un échange pour celles et ceux qui le désirent. Donc, s'il y a des prises de parole, des interventions, ben écoutez, c'est le moment. La question du colonialisme en France. En 1945, gouvernement provisoire, mais il n'y avait pas encore de constitution d'une Assemblée nationale. Il y a donc l'élection d'une constituante. La constituante travaille sur ces questions-là et propose une constitution avec tous les acquis de la sécurité sociale, tout ce que l'on connaît aujourd'hui, et aussi une Union française. Alors c'était les pays à l'époque qui étaient l'Empire, qui est devenu l'Union française, qu'on appelait l'Union française, avec le droit à l'autodétermination. Je le précise, cette constituante, elle était majoritairement à gauche. C'était le proportionnel intégral, le Parti communiste était en tête, la SFIO un peu derrière, ça avait une majorité. En deuxième tour, ceux qui étaient apparentés, il faisait même pas ça. Alors j'ai les chiffres là, et le Parti communiste qui était encore à 26%, se retrouva avec 106 députés. La SFIO, par l'intermédiaire des apparentements, avec l'aide de la droite, se retrouvait avec autant de députés, et ainsi. Donc la situation politique était très terrible, et quand est arrivée la question de la guerre d'Algérie et de la... D'abord, il y a eu la Toussaint Rouge, qu'on connaît tous. La Toussaint Rouge, c'est un mouvement déclenché par les nationalistes algériens qui assassinèrent, il faut le dire, des instituteurs. C'était pas voilà. Et donc, que la guerre d'Algérie, elle a commencé au XIXe siècle avec l'armée française qui a envahi l'Algérie et qui a mis l'émir Abdelkader en prison, prison dorée, même une prison quand même, au château de Pau. C'est des choses qui ne sont pas connues, mais il faut le dire aussi. Ensuite, malheureusement, je regrette que les témoins immédiats de ces faits, comme on voit ces personnes-là, hein, moi j'avais 10 ans, moi ils en avaient 25 ans. J'en ai connu pas mal en travaillant, notamment dans la métallurgie. Je me rappelle un camarade qui s'appelait Charles Bouffy, un bon camarade qui, lui, a participé dans la région entre Pau et Toulouse à se coucher sur les voies pour empêcher les trains de partir. Malheureusement, il y a un autre camarade qui aurait pu venir ce soir qui n'est pas venu. C'est un camarade de la CGT, du Parti communiste, qui habite à La Rouen, que vous connaissez tous, ancien infirmier, qui lui a participé à ces actes-là. Quand tu as parlé, et c'est à juste titre, de Michel Delhomme, qu'on a enterré cette année, hein. Il devait avoir 100 ans, ancien résistant, il a été, bien sûr, il a continué à résister jusqu'au bout de sa vie. Il était membre du Parti communiste et secrétaire du mouvement de la paix. Voilà. Et donc il s'est engagé totalement contre cette guerre. Fontenelle, qui lui était communiste, mais lui, il a décidé de ne pas faire la guerre. Il a passé 4-5 ans en tôle. Voilà. Donc voilà un peu je pense, Jean-Claude, tu vas le connaître aussi, peut-être un peu de précision. Voilà, c'était pour dire ces choses-là. Je voudrais dire que les militantes algériennes ont été emprisonnées à la prison de Pau, alors à deux pas d'ici. Bon, je n'ai pas les noms en tête, je sais qu'il y avait Jacqueline Guirouch, Jamila, enfin je n'ai pas tous les noms en tête. On a parlé tout à l'heure de Badebari, qui était responsable du Secours populaire, mais aussi militante communiste.
Elle avait pu les entrevoir à la gare de Pau au moment où elles ont été transférées. Et ensuite, elle a beaucoup organisé, avec d'autres et beaucoup de camarades du Parti communiste, la solidarité en allant les voir régulièrement. Et en particulier, Babé Barry s'est occupé du dernier fils de Jacqueline Desrouches. Voilà, juste une petite information que je voulais donner. Voilà. Et Babé Barry et le Secours populaire étaient autorisés à les visiter, et donc ils ont fait le lien pendant toute cette période. Donc il faut quand même beaucoup se rappeler qu'à partir de 1954, les libertés sont beaucoup diminuées. La presse est régulièrement saisie, c'est-à-dire que les journaux sont fabriqués et on les pique à ce moment-là, donc perte financière, etc. Il est interdit de parler de guerre. Les manifestations sont interdites par le gouvernement Guy Mollet, y compris le 1er mai, qui va durer jusqu'à 68, etc. Il y a donc un climat où on ne pouvait pas écrire guerre, sinon le journal était saisi. On pouvait pas, on pouvait le lire peut-être dans son salon avec ses amis, mais c'était pas possible de le publier. Donc on a une atmosphère qui est extrêmement lourde, et ça se trouve aussi sur le plan des luttes sociales, des luttes syndicales. Également, on avait appris depuis tout petit, l'Algérie c'est la France, les 3 départements français, le bon général Bugeaud qui nous a amené l'Algérie, on ne disait pas qu'il avait tous les massacres qu'ils avaient faits, couper les arbres, etc. Voilà, au prochain. Les militaires débarquaient dès que, je pense que ça avait dû avoir lieu à la fac, quand des films sortaient, bon, voilà, on avait tous les fachos. Il faut se dire qu'à l'époque, en 72, un film comme ça, les mecs avaient fait la guerre d'Algérie, les paras, il y avait 35-40 ans, c'était pas des anciens combattants de 50 ans. Bon, moi je pense qu'un film comme ça, c'est ce qui m'a fait dans ma révolte, mais ce qu'on peut... On le retrouve dans le film, en fait, le fond. Il y est un peu maintenant. C'est le racisme. C'était des bougnoules. On avait affaire à des Arabes. Et vous le comprenez très bien que dans la situation française d'aujourd'hui, comment on incrimine les députés de la France insoumise de faire le jeu de ces gens-là, parce que le vrai fond, là, si le fascisme, si le Front National est aussi fort, le RN, c'est qu'il y a un cerf-volant. Ça, c'est l'histoire coloniale française qui ressort là. On l'a encore. On parle d'un film, il y a, oui, 50 ans. Bon, je vous dis, c'est celui qui m'a fait. Mais le fond, voilà. L'Algérie, c'est plus la France, mais il y a des gens, et vous le voyez si vous regardez les réseaux sociaux, et vous voyez qu'une certaine gauche marche dans la manœuvre anti-arabe au nom de l'anti-islamisme. Et c'est ça, et là pour être concret, c'est ça aujourd'hui. Et ça c'est clair et net, ne l'oublions pas. Bon, et je comprends maintenant des vies brisées que j'ai connues autour de moi, des jeunes qui avaient été envoyés en Algérie et qui ensuite ont une vie terrible parce que dont la plupart sont morts jeunes et avec des vies complètement cassées. Physiquement, ils étaient très bien, mais il y avait des problèmes, ça se voyait. Certains se sont mis à boire, d'autres... je comprends bien que... on ne peut pas... sortir même, c'est idiot ce que je dis là, c'est vrai, mais ça explique plein de choses. Quoi. Et comme le dit Claudine, ces militants... certains sont très âgés aujourd'hui. Mais quand ils reparlent de la guerre d'Algérie qu'ils ont fait, qu'on leur a obligés à faire, ils ont encore des trémolos dans la voix. Et pourtant, c'est des militants endurcis. Mais la cicatrice, elle est toujours ouverte. D'avoir été soldat de l'impérialisme français pour aller combattre contre les Algériens, vous vous rendez compte ce que c'est pour un militant de classe, pour un militant communiste, pour un militant cégétiste, ce que ça représente. Et c'est une déchirure totale. Et c'est la même chose en Israël. Mais absolument, absolument. Et en plus, ce film, à un moment, il explique que quand on est dans le contexte de guerre, dans le contexte de l'armée, et là, vous avez vu
le militaire qui commande, bien campé par Philippe Léotard. Eh bien, à un moment donné, quand les copains ils se prennent des balles, ben, vous les défendez, vous tirez vous aussi. Et l'engrenage est là. Et incontestablement, il y a beaucoup de militants de la CGT qui ont fait cette guerre et qui en ont été meurtris toute leur vie. Et d'ailleurs, comme les camarades avant, quand ils rentraient des camps, ils ne voulaient pas en parler. De la même manière, il y a beaucoup de camarades qui ne voulaient pas parler de la guerre d'Algérie. Tellement la blessure était profonde. Et puis juste un souvenir, il y a une petite quinzaine d'années, dans ma vie militante, j'ai participé à une conférence en Algérie et j'ai rencontré le secrétaire général de l'UGTA. Donc on a bien entendu échangé, discuté. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'il y avait 2 militants syndicaux qui n'avaient pas fait cette guerre et qui en parlaient. Et combien il ressortait de nos 2 esprits la nécessité de la paix et d'être sur un terrain de classe. Parce que pour être sur la paix, il faut être sur un terrain de classe. Et ça, c'est important. Et c'est aujourd'hui la question d'Israël. C'est aujourd'hui la question des guerres partout. Les guerres sont faites pour défendre le système capitaliste. Jaurès nous a enseigné que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Donc effectivement, ce sont des questions qui ressortent, mais quand on discute avec l'ensemble de ces militants, il y a des belles leçons de vie et il y a des belles leçons de militantisme. Je travaillais, il revenait d'Algérie. Et donc, ce qu'on voit dans le film, à 16 à 15 ans, il me racontait. Et pire. Alors, des choses, il faut bien comprendre aussi qu'une guerre, dans une guerre, il y a 20-30% qui vraiment se battent et 70% qui sont dans les bases. Donc, ce qu'on voit là, c'est la partie qui est vraiment au contact. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont été en Algérie et qui ont rien vu. Ce qui est après paradoxal, c'est que pour être reconnu comme combattant, il fallait être dans une unité combattante. Et donc, il y avait des gens qui étaient dans une unité combattante, mais qui n'avaient jamais quitté la base, et d'autres qui étaient dans un service soi-disant postal, et qui en fait faisaient du renseignement dans les djebels, avec des indicateurs qui eux, risquaient. Le système colonial a permis, et notamment la colonisation de l'Algérie, aussi d'envoyer de l'autre côté de la Méditerranée des gens qui étaient en surnombre dans l'économie nationale, comme disent nos amis capitalistes, hein, qui regimbaient un peu, qui avaient participé aux mouvements sociaux, etc. Eh bien, on les envoyait en Algérie, l'Algérie ayant été conquise dès le début pour être une colonie de peuplement, c'est-à-dire en faisant partir les populations algériennes, en détruisant les cultures, en coupant les arbres, en coupant les oliviers, etc. Comme sioniste. Voilà. Ce qui fait que quand les colons français, ceux qui fuyaient le phylloxéra, etc., ont été s'installer, eh ben, ils ont trouvé une terre en friche. Et ils ont toujours dit, eh ben, nous on a défriché, c'était rien, donc c'était à nous. Et donc le système, c'est d'avoir des populations que l'on oppose, les unes ne valent rien et les autres ayant tout. Oui, je voulais dire que avoir 20 ans à Paris, à cette époque, c'était pas facile non plus. C'était moins douloureux, évidemment. On était moins exposés. Mais ce n'était pas facile. Parce que lorsqu'on militait contre la guerre d'Algérie, pour l'arrêt des combats, et qu'on avait des copains qui étaient tués, c'était problématique. Dans mon village, quand un garçon a été tué, alors que son père avait été résistant, torturé par les Allemands, etc. En plus, il faut réaliser que les jeunes qui avaient 20 ans dans les Aurès, leurs parents avaient été résistants ou avaient fait la guerre. Donc c'était hyper douloureux pour eux, parce qu'ils ne comprenaient absolument pas pourquoi les jeunes le contingent avait été envoyé là-bas,
et pourquoi ils se battaient. C'était vraiment très compliqué. Et en plus, moi je faisais partie d'un groupe étudiant qui soutenait et même cachait à Paris des étudiants algériens. Bon, quand on entendait parler de nos copains qui étaient envoyés d'office en Algérie, parce qu'il y a eu ça aussi, à la fin de la guerre, la guerre était terminée, mais des fonctionnaires étaient envoyés d'office en Algérie. En particulier, les candidats au concours. Par exemple, des agrégés de l'éducation se retrouvaient nommés d'office dans les lycées d'Alger, au lycée d'Alger. Donc c'était très compliqué. Pour nous, c'était très compliqué. En plus, on ne voyait pas pourquoi le contingent avait été envoyé là-bas. Parce qu'on n'avait pas la notion, peut-être, des forces en présence. Enfin, on avait très peu d'informations. Il fallait vraiment se battre pour avoir une information un peu crédible, non filtrée. C'était très compliqué de militer. Et en plus, dans Paris, on était quand même très surveillés. Hein, très surveillés. Il faut savoir que le quartier Barbès, par exemple, était bouclé à 19h. À 19h, il y avait la police qui s'installait et le quartier était bouclé. Interdiction d'entrer et de sortir. On ne pouvait y entrer ou en sortir que si on pouvait faire la preuve qu'on était habitant de ce quartier. C'est douloureux pour eux. Même, alors, on nous a dit, oui, mais enfin, ils n'ont pas tous vu la torture, etc. Ce qui est vrai, heureusement, ça ne veut pas dire qu'on a torturé partout. Mais, de toute façon, ils n'ont pas compris pourquoi et comment ils avaient été envoyés là-bas. Et en arrivant sur place, ils ont d'autant moins compris qu'ils ne voyaient pas pourquoi le combat des Algériens n'était pas légitime. Voilà. Donc c'était vraiment compliqué hein, à Paris. Dans les années 60, franchement, c'était pas simple. Et moi, je considère que la fin de la guerre d'Algérie, pour les jeunes qui sont rentrés et pour nous qui avions... nous étions un peu battus quand même à Paris, c'est nous qui avons animé et fait évoluer le mouvement de 68. Parce qu'on ne voulait pas que le mouvement aille dans le mur et aille sur n'importe quoi, ou aille sur une impasse. Hein. Donc je pense que ça a un peu alimenté. Henriette a raison de repréciser le climat qu'il y avait, y compris en France et à Paris. Dans cette période-là, ça a été plusieurs années où les libertés démocratiques ont été complètement remises en cause. Complètement. Le droit de la presse, le droit de manifester. 1er mai était interdit. Hein. Oui. Et les militants, non seulement les militants algériens, mais y compris les militants communistes, les militants cégétistes et d'autres militants qui se battaient pour l'Algérie aux Algériens, étaient surveillés et souvent poursuivis. Il y avait du monde en prison à l'époque, et y compris parmi les militants. Donc ça, c'est quand même un aspect très important de la période. Et le deuxième aspect aussi, et tu as raison de le souligner, c'est que au lendemain de la guerre d'Algérie, 62, 63, c'est la grève des mineurs. Et la grève des mineurs, un an après, c'est le mouvement de la classe ouvrière. C'est la grève des mineurs, De Gaulle est en échec, et toute la montée des luttes va se poursuivre jusqu'en 67, la bataille contre l'éclatement de la Sécu, et 68. Donc on a une remontée des luttes, une réorganisation de la classe ouvrière au lendemain de la guerre d'Algérie. Et ça, c'est très important. Et puis, par rapport à l'actualité, le gouvernement actuel, il a toujours ses colonies. Hein.
la Martinique, la Guadeloupe sont des colonies. La Kanaki, Oui, la Kanaki. Bon, ils se comportent toujours aujourd'hui comme des colons. En Guadeloupe, ce sont les Békais qui dirigent l'économie. Donc, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Parce que quand aujourd'hui un militant syndical, un militant ouvrier en Guadeloupe est jugé au tribunal, eh bien, tous les juges, ce sont des juges qui viennent de métropole et qui refusent de faire les jugements dans la langue du pays. Donc on est bien dans une situation de domination. Domination politique, domination économique, domination culturelle. Donc la bataille contre les colonies, elle n'est pas finie. Hein. Elle n'est pas finie. Les événements. La France, l'Algérie, c'était la France. Donc on ne fait pas une guerre pour un coin de France. Demain, en Kanaki, on va rétablir l'ordre. On ne va pas faire la guerre en Kanaki. Et ça, c'est la République française. Ne l'oublions pas. Et je pense franchement que on est dans une situation aujourd'hui où le capital, si nous ne faisons pas attention, peut nous mener rapidement au fascisme et à la guerre. Et donc, on y va. Donc, on est vraiment dans cette situation, et c'est pour ça, bien entendu, qu'il faut se mobiliser et participer à toutes les initiatives pour la paix, comme nous le faisons, parce que la plus belle des batailles, comme disait Jaurès, c'est celle de la paix. Hein. Sans la paix, on peut pas avancer et on ne peut pas lutter. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt.